30 août, journée internationale de réflexion sur les personnes disparues. Il est impératif aujourd'hui d'aider leurs familles à faire la lumière sur ces disparitions. Rentrée scolaire 2014-2015, plus de 300 enfants démunis du district d'Abidjan reçoivent des kits scolaires, un don d'une organisation non gouvernementale. Enfin, le Libéria lève aujourd'hui la quarantaine sur le bidonville de West Point, mesure imposée le 20 août dernier pour éviter la propagation du virus Ebola. Bienvenue, Madame, Monsieur, bonsoir. 24 heures pour sensibiliser aux disparitions forcées de personnes. C'est l'objectif de la Journée internationale des personnes disparues, initiée par l'Organisation des Nations Unies. Les guerres, les migrations et les catastrophes naturelles. Chaque année, des centaines de milliers de personnes perdent la trace de leurs proches. À titre d'exemple, l'année 2013, un mois après le passage du typhon aux Philippines, environ 35 000 dossiers de recherche ont été ouverts par la Croix-Rouge. Serge Koléa et Siaka Kone. La Journée internationale des personnes disparues est née en 1983 à l'initiative de la Fédération latino-américaine des associations des familles des détenus disparus. Cette fédération, fondée en 1981 au Costa Rica, rassemblait des groupes locaux et régionaux pour lutter activement contre l'emprisonnement secret et les disparitions forcées dans les pays d'Amérique latine. L'objectif de la fédération à l'origine est de dénoncer la dictature militaire. Considérant que l'emprisonnement secret est une violation du droit international humanitaire, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a créé un groupe de travail en 1980. Groupe de travail placé sous la coupole de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Sa mission, statuer sur les disparités forcées ou involontaires. Et résultat, 50 000 cas de disparition présumés ont été adressés à 70 gouvernements en avril 2001. Face à la gravité de la situation, 3 résolutions successives permettant de lutter contre les disparitions forcées vont être adoptées de 1992 à 2010. Le 21 décembre 2010, l'Assemblée générale des Nations Unies adopte une résolution. Dans cette résolution, l'ONU se dit profondément préoccupée par la multiplication dans diverses régions du monde des disparitions involontaires. Les arrestations, détentions et enlèvements seront inclus. Enfin, la date du 30 août sera proclamée Journée internationale des victimes de disparitions forcées qui est célébrée à partir de 2011. Des enfants heureux qui vont bientôt prendre le chemin de l'école. L'organisation non gouvernementale Unie pour l'espoir et le développement a offert plus de 300 kits scolaires aux enfants démunis du district d'Abidjan. Ce geste à la faveur de la rentrée scolaire en septembre prochain. La cérémonie de remise de ces fournitures scolaires s'est déroulée dans la commune de Yopougon. Serge Gongouma. Ce sont plus de 300 kits scolaires et des sachets de riz qui ont été distribués aux enfants issus des familles défavorisées du district d'Abidjan. Un geste de l'ONG dénommée Unie pour l'espoir et le développement. Cette organisation non gouvernementale entend ainsi contribuer à la lutte contre la pauvreté et surtout soutenir les parents à quelques semaines de la rentrée scolaire 2014-2015. Les enfants d'eux-mêmes doivent comprendre que l'école est très importante, ils doivent aller d'eux-mêmes étudier. Il y a également aussi le rôle que doivent jouer les parents, c'est-à-dire les envoyer à l'école et non pas les envoyer dans la rue à vendre des objets, même si parfois les conditions de vue sont assez rudes. Nous aurions voulu faire plus, mais nous espérons par la suite avoir suffisamment de moyens pour distribuer davantage de kits, mais aussi construire des structures pour les enfants. Cet acte permettra à plus de 300 enfants de pouvoir reprendre le chemin de l'école cette année. Nous sommes dans les quartiers précaires, mais vraiment nous avons beaucoup de problèmes. Donc vraiment, je tiens à remercier la présidente de l'ONG. Je veux remercier l'ONG pour ce qu'il a fait pour nous. Parce que dans notre famille, nous n'avons pas assez d'argent pour rentrer à l'école, pour aller apprendre à lire et écrire. Une fillette souffrant de cancer des yeux a été présentée aux responsables de l'ONG afin qu'ils apportent leur concours pour sa guérison. D'autres actions en faveur des enfants des familles démunies sont en vue dans les mois à venir, ont promis les responsables de l'ONG Unie pour l'espoir et le développement. Un petit tour maintenant dans le centre du pays pour revivre les journées culturelles célébrées à Trianicro. C'est dans le département de Dembocro. Des réjouissances certes, mais les populations se sont surtout réunies pour parler du développement de leur localité. Michel Mambo.
Les élus, cadres et autres têtes couronnées des villages du canton Aïtou répondent à l'appel de l'amicale Agna, amicale des cadres, travailleurs et étudiants du dit canton dans le département de Dimbokro. Une invitation pour parler développement. Engagés dans ce processus depuis plus de 6 ans, les membres du bureau exécutif de l'amicale sont bien décidés à embarquer les fils et filles du canton Aïtou dans le train du développement. Nous n'aurons de repos que lorsque le dernier village serait rentré dans les rangs d'Agna. Autrement dit, nous avons encore du travail sur le terrain, du travail de sensibilisation. Faire en sorte que aucun village ne soit laissé sur le bord du chemin du développement. Et le développement chez nous, c'est avant tout l'agriculture, les actions coopératives. Message repris par les autorités administratives qui insistent sur l'intérêt pour les populations de prendre une part active dans les actions menées pour le développement de leur canton. Innovation à cette 6e édition de l'ANIA, la célébration de l'excellence dont la Palme d'Or est revenue aux élèves du village de Trianicro. L'ANIA 2014 à Trianicro s'est achevée sur des notes de gaieté et de convivialité. Rendez-vous l'année prochaine à Ediacro, village voisin. Toujours dans le centre du pays, les femmes de Dabakala dans le processus de réconciliation nationale. Environ 800 chrétiennes de l'église baptiste évangélique ont initié récemment un camp de pardon et de réconciliation. Au menu de cette rencontre spirituelle, des prières et des messages de paix pour la Côte d'Ivoire. Kader Sogodogo. La réconciliation, une œuvre chère au président de la République Alassane Ouattara et gage de développement. À Dabakala, 800 femmes issues de l'association des femmes de l'église baptiste évangélique AFEBESI l'ont bien compris. Un rassemblement de 3 jours dénommé le camp du pardon et de la réconciliation les a réunis. Ces femmes ont été sensibilisées sur l'importance de la réconciliation dans la famille, dans l'église et dans le pays. Nous avons mis la réconciliation au cœur de nos activités parce que nous savons qu'aujourd'hui, sans réconciliation, nous ne pouvons rien faire. Nous les femmes, nous voulons nous unir pour travailler. Pour l'épanouissement des femmes, nous avons décidé de nous réconcilier et de pouvoir faire ce travail pour le développement de Dabakala. Les autorités administratives et politiques de Dabakala ont encouragé ces femmes à toujours œuvrer dans l'union pour le développement de leur localité. La FEBESI de Dabakala veut également contribuer à l'autonomisation de la femme rurale d'Imini. Ainsi, elle a envisagé la réalisation d'une porcherie et une maison d'accueil pour les élèves avec l'acquisition d'un terrain de 7200 mètres carrés. Le rassemblement pour la réconciliation à Dabakala a été marqué également par une opération coup de balai à l'hôpital général de la ville et un don aux nouvelles mamans. Cela afin de renforcer les liens de fraternité entre les filles et fils de la localité. Fin aujourd'hui de la quarantaine à West Point, bidonville situé à Monrovia, la capitale libérienne. Selon les autorités, la décision a été prise sur recommandation du ministère de la Santé. Elle intervient sur la base des progrès de ce sous-quartier dans la coopération avec les équipes médicales pour lutter contre la fièvre Ebola. Pour rappel, le 20 août dernier, les habitants de West Point avaient réagi violemment à cette mise en quarantaine ainsi qu'au couvre-feu général. Sylvie Touré. Scène de liesse à West Point. Ce quartier de Monrovia célèbre la levée de la quarantaine imposée par les autorités il y a 21 jours pour éviter la propagation du virus Ebola. Ils disent qu'il y avait Ebola dans le quartier de West Point, mais depuis qu'ils ont fermé les routes, on n'a vu personne mourir. Donc, nous pensons que grâce à nos prières, Dieu a pris le contrôle. Pendant 21 jours, nous avons été placés en quarantaine. Et aujourd'hui, nous sommes surpris de voir que les routes sont ouvertes. Nous sommes très heureux. Joie et colère s'entremêlent chez certains habitants de West Point. Ils exigent des excuses des autorités. L'annonce de la quarantaine avait été jugée arbitraire et avait soulevé des émeutes le 20 août dernier. Les affrontements avec les forces de l'ordre avaient fait 1 mort et 4 blessés.
Je me suis senti très mal. Le gouvernement doit présenter des excuses aux habitants de West Point. Il doit venir ici et s'excuser. Et s'excuser pour les garçons qui sont morts pendant les manifestations. Nous n'avons pas Ebola. Nous n'avons pas Ebola ici à West Point. Depuis le début, personne n'est mort d'Ebola ici à West Point. Il n'y a pas d'Ebola à West Point. La vie reprend à West Point. Les habitants de ce bidonville de Monrovia ont montré leur détermination à combattre l'épidémie selon les autorités. Des équipes de suivi et de surveillance des malades, ainsi que des campagnes renforcées de sensibilisation et de vigilance sont initiées. Le Libéria est le pays le plus touché par cette fièvre hémorragique, qui enregistre à ce jour plus de 1500 morts en Afrique. Le Sénégal également touché par l'épidémie Ebola. Il devient ainsi le 5e pays en Afrique de l'Ouest. Selon Dakar, il s'agit d'un jeune Guinéen qui aurait quitté son pays après avoir été infecté alors que les frontières avaient été fermées fin août. Le malade a été placé hier en quarantaine dans un hôpital de la capitale. À présent, la page sportive avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. La Confédération africaine de football confirme que la rencontre Côte d'Ivoire-Sierra Leone va se dérouler le 6 septembre prochain à Abidjan. Aucun match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 qui soit compromis. La phase de poule, bien entendu. La CAF a fait savoir depuis le 12 août dernier que 3 pays membres de la CAF, notamment le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone, devaient jusqu'à la mi-septembre disputer leur match sur terrain neutre. Ce qu'il fallait éviter, c'était des situations où on avait une grande concentration de population en un lieu. C'est pour ça que les matchs de foot ne pouvaient pas se disputer dans les pays où l'épidémie est largement répandue aujourd'hui, c'est-à-dire la Guinée, la Sierra Leone et puis le Libéria. La Guinée jouera le 5 septembre contre le Togo à Casablanca au Maroc. Elle a déjà trouvé un site pour abriter son match. Et la Sierra Leone, qui est l'autre pays concerné et qui devrait recevoir le 10 septembre la RDC, est toujours à la recherche d'un pays hôte. Et toujours pas de compromis entre l'État ivoirien et la CAF. S'achemine-t-on vers un forfait de la Côte d'Ivoire pour la rencontre avec la Sierra Leone? Les autorités ivoiriennes, en tout cas, ne veulent pas exposer leur population. Le ministère de la Promotion, de la Jeunesse et des Sports, pour contrer le virus Ebola, interdit toute compétition internationale sur le sol ivoirien jusqu'à nouvel ordre. Émotion au Cameroun. La dépouille de l'attaquant Albert Ebossé est arrivée hier à l'aéroport de Douala. Le footballeur camerounais a été tué récemment au terme d'un match en Algérie. Sa famille, le ministre camerounais et de nombreux footballeurs ont assisté à la cérémonie. De nombreux supporters algériens se sont rassemblés vendredi à l'aéroport d'Alger pour rendre un dernier hommage au footballeur camerounais Albert Ebossé, mort il y a une semaine sur la pelouse de son club, le JS Kabylie. Le jeune attaquant aurait reçu un projectile sur la nuque lancé des tribunes par un spectateur. La dépouille de Solo, comme l'appelaient affectueusement ses fans, est arrivée samedi à Douala où il doit être inhumé. Un terrible drame qui a provoqué une grande émotion dans les deux pays. Aujourd'hui, on a accompagné le défunt Ebossé jusqu'à sa dernière demeure. Et on est venu présenter les condoléances au peuple camerounais. Ebossé, c'est un fils, c'est un frère, c'est un tout pour nous. Toute l'Algérie le pleure. La famille, les amis ont accueilli à Douala le cercueil d'Albert Ebossé, une foule nombreuse réunie dans la peine et l'émotion. Même si le meilleur buteur du championnat algérien était plus célèbre en Algérie qu'au Cameroun, qui n'avait pas su le retenir. Je peux vous dire qu'on pleure un très bon footballeur. On pleure un très bon footballeur, même si les gens n'ont pas eu la peine de le dénicher. Je dois vous dire que ça devrait nous donner une leçon et qu'on travaille aussi sur la sécurité dans nos stades en Afrique et particulièrement dans notre pays au Cameroun. La famille et les autorités camerounaises ont demandé une nouvelle autopsie pour déterminer les causes exactes du décès avant son inhumation annoncée pour le 13 septembre. En Égypte, une peine moindre pour le guide des frères musulmans. Un tribunal égyptien a commué aujourd'hui en prison à perpétuité la peine de mort prononcée contre Mohamed Badié, décision prise lors d'un des nombreux procès d'islamistes évincés du pouvoir en 2013.
Pour terminer, un avion civil ukrainien avec 7 personnes à bord s'est écrasé la nuit dernière dans le Sahara algérien près de l'aéroport Taman Rasset. Aucun survivant. Les autorités algériennes ont mis en place une commission d'enquête et une cellule de crise pour déterminer les raisons du crash. Voilà, c'est sur cette information que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.